Bonjour à tous, nous sommes le mardi 30 juin et pour commencer le journal du jour, nous allons évidemment évoquer des rencontres de cette Coupe du Monde 2026 et on va commencer avec le match absolument phénoménal en termes de suspense qui avait lieu entre les Pays-Bas et le Maroc, une qualification marocaine obtenue au bout du suspense et franchement un match qui faisait plaisir à voir. J'avais dit avant la rencontre que ce serait une confrontation qui laisserait forcément un grand déçu parce que c'était deux équipes qui méritaient d'aller plus loin que les 16e de finale. Et bien franchement, je trouve que ça a rempli toutes ses promesses. On ira également du côté du match entre le Brésil et le Japon où les Japonais ont eu une lueur d'espoir mais où le Brésil a finalement répondu présent. Et évidemment, il y a une rencontre de l'Allemagne, du Paraguay qui n'est pas présente mais vous comprendrez pourquoi à la fin de vidéo. On évoquera l'avenir de Bruno Genesio qui se confirme enfin et ça permettra aussi de parler de l'avenir d'Habib Beye puisqu'il est sous contrat officiellement à l'Olympique de Marseille. On parlera de la communication de la direction du Bayern Munich face aux très nombreuses rumeurs autour de Michael Olise. Et enfin, on terminera avec la composition probable pour l'équipe de France ce soir face à la Suède, avec évidemment un poste qui est au cœur de tous les débats, de tous les fantasmes, de toutes les craintes, de toutes les interrogations, celui de latéral gauche. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Bravo au Maroc, du suspense jusqu'à très tard ou très tôt le matin finalement avec les horaires de cette Coupe du Monde. Je vous avoue que j'arrive même plus à trouver les bons choix de mots, mais en tout cas une chose est sûre, c'était un match qu'il ne fallait pas manquer et c'était un match où on s'est arraché les cheveux jusqu'à la fin parce que ça a été d'une tension absolument extrême, mais j'ose le dire et me mouiller un petit peu, à mes yeux, le Maroc mérite amplement sa qualification. Le match a donc fait 1-1 dans le temps réglementaire, ça s'est réglé au tir au but, voici les compositions qui étaient aligné. Deux grands gardiens, Bono durant la séance de tir au but, Verbruggen a sauvé son équipe à de nombreuses reprises, le vrai homme du match c'est Diop, un défenseur qui se mue en héros pour offrir le but de égalisation à la toute fin de la rencontre et qui permet au Maroc de souffler, mais au-delà de ça le Marocain a également été un homme extrêmement solide, extrêmement fiable et franchement ces joueurs m'ont absolument époustouflé, mais il n'y a pas eu que des satisfactions, hein. De mon côté j'aime beaucoup Brahim Diaz, mais je dois bien vous avouer que cette Coupe du Monde, je le trouve vraiment nul, j'ai pas d'autres mots. En fait, il alterne entre les matchs beaucoup trop brouillons et les matchs où, comme ici, il est absolument fantomatique. Je dirais également que De Jong, j'ai un problème avec lui au bout d'un moment. Alors c'est pas le plus nul du côté des Néerlandais, Gravenberch qui était à côté de lui au milieu de terrain a été objectivement moins bon, mais en fait mon problème avec De Jong, c'est que le mec a 29 ans, le mec est annoncé comme un leader, comme un crack générationnel depuis une décennie, et j'ai l'impression que depuis l'époque Ajax, finalement De Jong il a absolument pas progressé. C'est un joueur qui est toujours au même niveau, toujours avec les mêmes attentes, alors c'est un très bon joueur bien évidemment, mais dans un match comme ça, je dois vous avouer que même si je l'ai pas trouvé infamant, j'en attends un peu plus de sa part. Et sinon, sur la dynamique globale de la rencontre, on peut dire que Coman, le sélectionneur des Néerlandais, a eu une approche extrêmement conservatrice, pour pas dire défensive, avec 3 hommes en charnière centrale. Mais finalement, moi j'ai bien préféré la proposition marocaine. Le Maroc a eu le contrôle du ballon, le Maroc a été extrêmement agressif au pressing, ce qui a vraiment étouffé les Néerlandais. Le Maroc a réussi à se procurer de nombreuses occasions, donc ça n'a pas été une possession stérile. Et j'aurais été absolument dévasté si le Maroc se retrouvait à se faire éliminer 1-0, puisqu'ils ont quand même montré de bien bonnes choses au cours de cette rencontre. Sur les tirs au but, c'était riche en suspense, parce que c'est rare les séances où finalement on a autant de ratés, autant d'arrêts, bref, autant de tirs au but qui ne rentrent pas, tout simplement. Mais franchement, ça valait le détour. Là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde la suite du parcours des Marocains. Du coup, ils vont affronter, évidemment, les Canadiens. Et surtout, s'ils arrivent à se qualifier contre les Canadiens, soit ils affronteront le Paraguay, soit ils affronteront la Suède, soit ils affronteront la France. Et forcément, en tant que supporter de l'équipe de France, ça m'intéresse particulièrement, mais bon, on va pas brûler les étapes. Félicitations au Maroc, c'était loin d'être une étape facile et ils l'ont remporté avec brio. Le Japon se présentait avec des absents face au Brésil, mais le Japon se présentait également comme une équipe qui fait partie des outsiders respectés de cette Coupe du Monde 2026. Alors attention, ça veut pas dire que le Japon était favori. J'ai fait un tweet au cours de ce match quand le Japon menait 1-0 et c'est une dinguerie les réactions que j'ai eues. Tout le monde jouait l'acteur en disant que c'était totalement logique que le Japon réussisse à avoir un but d'avance sur le Brésil. Bon, le match a remis les compteurs à l'heure à la toute fin avec un but de Martinelli, puisque c'était bien le
le Brésil qui était favori pour cette rencontre, même si le Japon était un adversaire honorable et que c'était loin d'être une petite équipe qu'il fallait sous-estimer, mais les Brésiliens étaient quand même largement supérieurs. Voici les compos qui étaient alignés. Sano buteur, mais surtout un collectif cohérent et une ligne défensive propre durant toute la première mi-temps. Le Japon concédait pour ainsi dire pas grand chose et ça m'impressionnait parce que ça fonctionnait vraiment à merveille. Sauf qu'en face, t'avais également des insuffisances. Paqueta, je crois qu'il sort blessé à la fin de la rencontre, je m'en souviens plus. Mais il y a un sujet sur son niveau au cours de la Coupe du Monde. Cunha, t'es pas réussi à le trouver suffisamment. Ryan était bien trop discret et Vinicius Junior à lui seul ne faisait pas les différences. Donc en fait cette première mi-temps, elle était plutôt en la faveur des Japonais, pas forcément parce que les Japonais avaient le plus d'occasions, qui dominaient la rencontre, mais parce que tu sentais un Japon qui était très sûr de lui, très solide dans son football, mais il y a eu l'égalisation qui vient d'une tête de Casemiro et à partir de là, en seconde mi-temps, finalement c'est la confirmation du temps fort initié par le but de Casemiro. Dès le retour du vestiaire, avant même l'égalisation, tu te rendais compte que le Brésil arrivait avec de bien meilleures dispositions. Il y a eu en plus quelques coachings qui sont avérés particulièrement efficaces et intéressants, dont celui de Martinelli, et le but de Martinelli en toute fin, d'ailleurs excellemment bien servi par Bruno Guimaraes qui lui pour le coup fait une très belle Coupe du Monde. C'est un petit peu la récompense pour une seconde mi-temps où le Japon est pas sorti de son camp, le Japon a plus du tout eu une occasion, n'avait plus le ballon, où le Brésil martelait en attaque vraiment les offensives qui auraient pu donner des buts. Donc ouais, le Japon est une équipe qui collectivement est intéressante, mais le Japon une nouvelle fois se fait sortir dès qu'on commence à arriver dans l'élimination directe. C'est une qualification méritée pour le Brésil, mais c'est un rappel que cette équipe elle n'est pas sans faille, c'est un rappel que le Brésil n'est plus une équipe surdominante comme à la grande époque bien évidemment. L'adversaire des Brésiliens ce sera soit les Ivoiriens, soit les Norvégiens. Sur le papier, deux adversaires qui sont moins prestigieux, mais attention, le prestige ça fait pas le niveau d'une équipe, c'est justement ce qui a risqué de faire l'élimination du Brésil face au Japon. Et si c'est peut-être des adversaires un peu moins prestigieux, moi j'ai un énorme respect pour les Ivoiriens, pour les Norvégiens. Ce sont deux adversaires potentiellement redoutables, donc affaire à suivre. Contrat de 2 ans pour Bruno Genesio avec l'Olympique de Marseille, c'est le journal L'Équipe qui nous en informe et qui met fin à un suspense de Polichinelle, étant donné qu'avant même que le LOSC officialise la fin de l'histoire avec Bruno Genesio, on sentait que le coach lyonnais se dirigeait droit vers l'OM et ça va être intéressant de suivre ce qu'il va faire et surtout ça marque la fin d'un homme du côté de Marseille, un homme qui ne sera pas resté bien longtemps, je parle bien évidemment d'Habib Beye. Bah oui, Habib, il a débarqué à l'Olympique de Marseille au cours du mois de février et d'ailleurs je trouve certains supporters un petit peu durs avec Habib Beye, pas pour ce qu'il a fait sur les terrains, on y reviendra, j'ai une grande sévérité je pense, mais pour comment il accueille cette fin d'aventure. En fait, on a eu pas mal de rumeurs qui disaient que l'Olympique de Marseille avait proposé à Habib Beye de rester au sein du club, mais avec un poste différent. Le but, bien évidemment, c'est de continuer à le payer pour qu'il fasse quelque chose au club, mais ne pas lui verser son indemnité de fin de contrat d'entraîneur. Or, Habib Beye, il a un contrat jusqu'en 2027, il a encore une année, et lui, au bout d'un moment, il veut être payé, et je trouve ça parfaitement normal. Il y a des gens qui vont dire qu'il ne nous parle plus de l'amour du maillot après ça, j'ai littéralement vu ça décrit, mais au bout d'un moment c'est normal. Imaginez, vous êtes dans une entreprise, vous êtes comptable, on vous annonce que vous allez être remplacé par un autre comptable et en échange on vous dit que vous allez être homme de ménage. Vous allez dire quoi si vous êtes en CDD? Bah non, moi je me casse, règle-moi la fin de mon CDD si tu veux plus de moi. C'est ça la réalité d'Habib Beye aujourd'hui et il a raison de faire valoir ses droits. S'il y a quelqu'un à critiquer dans la gestion de ce dossier, c'est l'ancienne direction marseillaise qui a proposé un contrat d'1 an et demi à Habib Beye alors qu'il aurait peut-être fallu seulement lui donner 6 mois si l'objectif était de faire table rase au niveau de l'organisation du club et c'est justement ce qu'a fait l'Olympique de Marseille. Bon, une fois que j'ai dit ça, Habib Beye, évidemment, il n'avait pas les épaules pour l'Olympique de Marseille, c'est simple. Au bout d'une semaine à faire des conférences de presse du côté de Marseille, t'avais l'impression que le mec, ça faisait 3 ans qu'il était au club, qu'il était complètement rincé, au bout du rouleau, et qu'il était en mode communication défensive et limite un petit peu agressive. Donc évidemment, avec Genesio, tu gagnes au change, mais moi je suis pressé de voir à quoi va ressembler Marseille au cours de la saison prochaine. T'as des grandes contraintes financières, tu vas devoir vendre, on sait que Greenwood, c'est quasiment acté, son départ du côté de la Roma, mais ce sera peut-être pas le seul. Donc tu as un bon entraîneur, mais tu as un effectif qui est aujourd'hui un grand point d'interrogation. Affaire à suivre.
Mais pourquoi vous voulez que le Bayern Munich lâche Michael Olise? Alors je sais, on est dans un monde où tout est à vendre, d'autant plus dans le domaine du football, mais au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Le Bayern Munich n'a absolument aucun intérêt de le vendre, et on a d'ailleurs eu une communication du président du club qui nous rappelle qu'ils ont certes de bonnes relations avec le Real Madrid, mais qu'ils ne veulent tout simplement pas vendre le joueur. Alors, je prends pas les déclarations des directions de club pour argent comptant. On sait comment ça se passe, parfois tu peux mentir un petit peu et te servir de ça comme un levier de négociation, mais en fait la question pour Michael Olise est très simple. Admettons que tu le vendes pour 200 millions d'euros. Ce serait une très belle vente, hein. Je sais même pas si on propose 200 millions d'euros au Bayern Munich. Est-ce que tu vas ressortir plus fort avec 200 millions d'euros? Évidemment non. Aujourd'hui, tu peux recruter un joueur à 100 millions d'euros et quand même avoir un joueur mid. C'est une dinguerie de dire ça, mais des échecs à 100 millions d'euros, t'en vois quand même beaucoup dans le football. Est-ce que vendre Michael Olise, qui est une certitude de performance pour toutes les prochaines années du Bayern Munich, vaut 200 millions d'euros, c'est-à-dire le recrutement de 2 joueurs, évidemment avec une cote absolument énorme, mais dont t'es même pas sûr à 100% qu'ils vont réussir à s'imposer? Le marché des transferts aujourd'hui, il est tellement compliqué que t'as aucun intérêt à prendre ce risque, autant garder Michael Olise. Le seul truc qui pourrait te forcer à le vendre, c'est justement un rapport de force, parce que le Bayern Munich économiquement n'a pas besoin de vendre, et un joueur qui voudrait à tout prix partir, sauf que Michael Olise, ça fait que 2 ans qu'il est du côté du Bayern Munich, il a encore le temps de voir venir, d'autant plus qu'il a 24 ans, et puis le Bayern c'est pas une prison, derrière le Paris Saint-Germain, c'est peut-être l'équipe la plus forte d'Europe et le 2e meilleur club d'Europe, c'est quand même pas infamant de rester dedans, surtout que si on m'annonce une victoire du Bayern Munich en Ligue des Champions au cours des prochaines années, moi je suis pas du tout surpris, ce serait la suite logique de leur très bonne performance. Donc voilà, arrêtez de vouloir bouger Michael Olise, ça fait tellement sens de le voir du côté du Bayern Munich que je serais très surpris s'il bougeait, mais auquel cas, j'applaudirais dès demain le club qui arrive à le déloger parce que ce serait une sacrée performance. Nous avons les compositions probables pour l'équipe de France face à la Suède, c'est le journal L'équipe qui nous les révèle, et les voici, évidemment c'est du grand classique, mais il y a tout de même un sujet majeur, Lucas Digne plutôt que Théo Hernandez. En fait l'idée, j'ai l'impression que c'est de changer à chaque match, alors je fais des blagues là-dessus, mais la triste réalité c'est que t'es pas satisfait avec Théo Hernandez, et que quand t'as essayé Lucas Digne, on peut pas dire que tu as eu une confirmation absolue qu'il était supérieur. Lucas Digne, il a une autoroute, mais il est en vélo. Du coup, il essaie de la prendre, mais ça se passe pas exactement comme ce qu'il espère. Et on va réessayer du côté du staff de l'équipe de France, mais franchement, il serait temps qu'il plie les débats parce qu'il y a matière à prendre la place. De l'autre côté, il y a également pas mal de débats sur la présence de Jules Koundé. Alors moi aussi j'ai un fantasme Zahir Emery ici vu qu'il a fait d'excellentes choses en tant que latéral droit au Paris Saint-Germain. Mais est-ce que vous imaginez très sérieusement Deschamps se mettre à essayer quelque chose qu'il n'a jamais essayé auparavant durant les phases finales d'une Coupe du Monde? Moi j'ai beaucoup de mal à y croire, j'y crois même pas du tout, je vais le dire. C'est dommage, parce que franchement j'aurais bien aimé voir Zahir Emery ici, mais au bout d'un moment on n'est pas dans FIFA, il faut accepter certaines règles d'équilibre. Sur le reste on est sur du très classique, Barcola qui semble avoir pris le dessus sur Désiré Doué, et question de toucher un petit mot sur les Suédois, c'est une attaque qu'on connaît bien puisqu'elle est identifiée du côté de la Première Ligue, on a Gyökeres, on a Alexander Isak, on a Elanga qui a d'ailleurs l'immense qualité de se faire oublier et de disparaître digne de Kuroko's Basket. Évidemment c'est une blague vu qu'il n'a pas de photo dans la composition donnée par le journal L'équipe. Un match où la France est immense favori, on va pas se mentir, mais cette Coupe du Monde ça a également été l'occasion d'un rappel, celui de constater que tu peux être l'équipe la plus forte, tu peux mériter de gagner, mais tu peux quand même sortir comme un malpropre. Donc oui, je suis confiant pour l'équipe de France, oui la France est favori, il faut l'assumer, mais gardons un petit peu d'humilité, ne faisons pas comme ce qu'a fait Kurzawa à une époque face aux Suédois, parce qu'on connaît la suite. On verra le match, très pressé de voir ça. Terminé pour le journal du jour, évidemment, l'événement footballistique de ces 16e de finale, c'était l'élimination de l'Allemagne face au Paraguay. Alors évidemment, vous avez toujours des gros cerveaux pour vous dire, après le match, que l'Allemagne n'était pas à son top, et c'est vrai, on a vu des faiblesses de l'Allemagne, c'est pas la grande Allemagne, c'est une sélection qui se cherche déjà depuis pas mal de temps, il y a un problème de renouvellement des cadres, on parlera de tout ça dans la vidéo de cet après-midi, mais une fois qu'on a dit tout ça, même une Allemagne diminuée, c'est quand même sacrément la honte de se faire sortir par le Paraguay qui,
malgré tout mon respect, hein, et pas une équipe de quartier, mais pas une équipe de Coupe du Monde censée éliminer l'Allemagne non plus. Quand tu regardes les 11 Allemands alignés au départ, qui jouent dans des très grands clubs, qui sont des joueurs qui valent des dizaines, pour pas dire des centaines de millions d'euros, et que tu vois en face où évoluent les joueurs du Paraguay, ben évidemment tu peux mesurer la contre-performance. Mais ça amènera aussi quelques réflexions autour de cette Coupe du Monde au format élargi et ces phases finales avec de très petites équipes, parce que si ça donne des matchs très fermés, disons-le très clairement, ça rappelle aussi que le foot est un sport avec peu de points, les buts en l'occurrence, et que ça peut amener des surprises et que, comme je disais pour la France face à la Suède, il suffit pas d'être la meilleure équipe pour gagner. Bref, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, qui fait bien votre journée, salut.